But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something. Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où je vais vous raconter mon voyage que j'ai effectué dans le Languedoc-Roussillon dans le cadre de mes études licence 3 valorisation du patrimoine et développement territorial. Donc nous sommes rendus dans la région Occitanie, dans l'ancienne région Languedoc-Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales. Donc c'est une grande région administrative du midi de la France qui est née de la fusion des anciennes régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées en 2016. Elle a une superficie de 72 724 km² et elle regroupe 13 départements et ayant pour chef-lieu Toulouse. Elle se compose de différences territoriales très marquées avec une frontière abrupte entre la plaine du Roussillon et la chaîne des Pyrénées. Celle-ci s'étend sur plus de 430 km de long entre la France et l'Espagne et pouvant mesurer jusqu'à 3400 mètres d'altitude. Donc durant nos 3 jours, nous sommes allés à la découverte du patrimoine bâti, naturel et culinaire des Pyrénées-Orientales à la frontière de l'Espagne. Donc au départ de notre périple, nous avons commencé par les bords de mer pour comparer les côtes rocheuses et les côtes sableuses de la mer Méditerranée entre Argelès-sur-Mer et Banyuls-sur-Mer. Ensuite, sur les 2 derniers jours, nous sommes rendus au cœur du massif du Canigou, donc au contact des Pyrénées, et donc le massif du Canigou qui est lui classé grand site de France. Donc on va sans plus tarder commencer la vidéo avec le jour 1. C'est parti! Argelès-sur-Mer se trouve dans une région sismique avec une dynamique des plaques très forte. En 1428, un séisme se fait ressentir dans la région avec une magnitude de 6 ou 6,5 sur l'échelle de Richter. Les Pyrénées se sont créées à cause des 2 plaques tectoniques qui se sont entrechoquées. L'une pousse vers le haut tandis que l'autre glisse vers le bas de façon abrupte, ce qui provoque un contact brutal entre la côte sableuse au niveau de la mer Méditerranée et la côte rocheuse en montant vers le massif des Alberts. La côte sableuse possède un sable composé de petits cailloux et se caractérise par une plage rectiligne se trouvant face à la côte rocheuse de la chaîne hercynienne. La roche de la côte rocheuse est très variée, c'est une côte de schiste. Le point le plus haut se trouve à 981 mètres à 4 km de la mer. Un très fort contraste entre les 2 côtes rend ce lieu magique et donne envie de découvrir l'histoire de sa formation. De nombreux aménagements touristiques ont été mis en place pour attirer les touristes, avec notamment la construction d'une zone portuaire et de digues, qui joue à la destruction progressive de la plage à cause des courants marins qu'elle génère. Port-Vendre est une commune portuaire de 3995 habitants de type rural et littoral. Son altitude varie de 0 m au niveau de la mer à plus de 600 mètres dans le massif. Port-Vendre est connu pour son port de pêche, le plus actif dans le Roussillon, son port de plaisance et sa station balnéaire. La commune de Port-Vendre se trouve sur la côte rocheuse contenant des roches schisteuses. Il est possible de les voir au Cap Béar. Ces roches sont en contact permanent avec les embruns de la mer qui, avec les vagues, continuent de les polir. Les roches sont également constituées de légers trous appelés taphonites qui sont dus à la corrosion. Les milieux marins sont accessibles en bateau de plaisance. Il est possible de pratiquer de la plongée sous-marine. Certaines criques sont uniquement accessibles en bateau. Depuis l'apparition de l'homme, les incendies ont détruit à de nombreuses reprises les paysages autour du Cap Béar. Aujourd'hui, il est conseillé de débroussailler à plus de 50 mètres des maisons par mesure de sécurité. Une zone Natura 2000 a été installée pour la protection de la nature à côté du phare du Cap. Cette zone des Pyrénées-Orientales a 600 mm de précipitations annuelles et une température moyenne de 16 degrés. Elle est munie d'une station méditerranéenne avec l'Albe comme vent du sud, la tramontane au nord, le marin à l'est et aucun vent d'ouest en raison des montagnes. La végétation présente sur place se trouve à une haute altitude pour faire face aux montées de la mer. Elle est typique de l'étage du bord des eaux, cystes marines, plantes typiques,
Palminea, plante invasive, grippe de sorcière. Ce qui ressemble à un maquis. La végétation méditerranéenne à tendance maritime très anthropique. Un point de vue fantastique avec un chemin côtier permet de longer la côte et de découvrir la végétation méditerranéenne qui se trouve en ce lieu. De quoi donner des envies de revenir pour en profiter davantage. En 1905, le phare du Cap Béar a été construit sur son emplacement actuel. L'ancien Troba et dans la brume a été détruit. Il est entièrement automatisé, équipé d'un paratonnerre et utilisé pour signaler aux bateaux la présence des rochers sous-marins du Cap et du port de Port-Vendre à proximité. Depuis le traité des Pyrénées, de nombreuses fortifications ont été construites sur les hauteurs du massif des Pyrénées, avec la présence de nombreuses fortifications de Vauban, ainsi que des blocos de la Seconde Guerre mondiale. Ce lieu a également servi de lieu de tournage pour certains films. La commune de Bagnols-sur-Mer est convoitée par les touristes pour sa beauté et la richesse de son environnement naturel. Elle a une population de 4771 habitants. Son altitude varie de 0 m au niveau de la mer jusqu'à 965 m dans le massif des Alberts. Sur les hauteurs, il est possible d'accéder par un chemin de croix à une magnifique petite chapelle Notre-Dame de la Salette, composée d'un clocher-mur. Elle a été édifiée au milieu des vignes et des chênes de liège au XIXe siècle. Elle se trouve à 199 mètres d'altitude. Elle a résisté aux incendies successifs de la région. Depuis ce point de vue, il est possible d'observer la ville de Banyuls en contrebas et toute la côte Vermeille. 1 à 2 messes par an se déroulent dans cette chapelle. Comme dit précédemment, la chapelle se trouve au milieu des vignes. C'est une culture en terrasse et également en forme de trident, ce qui permet de canaliser l'eau pour éviter le phénomène d'érosion. Malheureusement, à partir des années 1870, le phylloxéra attaque les cépages et détruit les cultures. Le seul moyen de résister a été de greffer les cèpes de vignes américains sur les français. Les principales villes de production de vin du département sont Collioure, Cerbère, Port-Vendre et Banyuls. Les paysages ont été modifiés à la révolution industrielle avec l'arrivée du train. La ville a ainsi pu se développer autour de celui-ci. La ligne de train permet de rejoindre Perpignan à l'Espagne. Un seul problème, l'Espagne a créé des voies moins larges que la France. Les paysages et la végétation présents en ce lieu font partie de l'étage méso-méditerranéen avec la présence du chêne vert, chêne liège, pin parasol, maquis ou garrigue. L'étang de Canet-Saint-Nazaire se trouvant dans le golfe du Lion, à l'est de Perpignan, sur les communes de Canet-en-Roussillon et de Saint-Nazaire. Il a une superficie de 7,82 km². Il a été créé lors de la fermeture du cordon littoral avec le courant marin. Il y a tout de même un gros qui a été surcreusé pour éviter les grosses crues de la mer Méditerranée. L'étang est de type lagune peu profonde, 2-3 mètres maximum et peu salé. Le vent marin est humide, il est inscrit dans le réseau européen Natura 2000 et abrite 25 habitats naturels différents. Entre l'étang et la mer, une dune est présente. Ce sont les mêmes dunes que sur les côtes atlantiques. La présence de l'Oya permet de fixer les dunes. Il est possible de retrouver d'autres plantes caractéristiques comme giroflée des dunes, lys de mer, etc. Par temps clair, il est possible d'observer le Canigou au-dessus de l'étang. Il y a plus de 20 000 ans, la mer Méditerranée était 120 mètres plus basse. Le rivage était donc assez loin, à plusieurs kilomètres. La mer s'est ensuite remplie au moment de l'ouverture du delta de Gibraltar, au moment de l'ère glaciaire. Un petit village de pêcheurs a été reconstitué pour les touristes et pour comprendre l'histoire du lieu. La pêche est une activité qui perdure encore sur l'étang. Celui-ci sert aussi d'aire de jeu pour les kitesurfers durant la saison estivale. Le jour de notre visite, un tournage de film était en cours de réalisation. Le musée appartient à la communauté de communes et une annexe appartient à Pernod Ricard, toute la partie industrielle. Les caves bières ont été fondées par les frères Violet. Ils étaient inventifs et précurseurs. Ils ont eu l'idée en 1866 de créer un breuvage à base de vin et de plantes médicinales. Ils sont devenus les patrons d'une des plus grandes entreprises du XXe siècle. L'usine s'étend sur 7 hectares.
Leur slogan de marque était « Travail, créativité, sens ». L'ancienne cheminée en briques qui mesurait 39 mètres ne mesure maintenant plus que 25 mètres. Elle a été réduite puisqu'elle s'est pris plusieurs fois à la foudre. Maintenant, elle ne sert plus, elle a été remplacée par des cheminées en zinc. Aucune grappe de vigne n'a franchi les portes de l'usine, tout arrivé par wagon dans la gare, inspiré par Gustave Eiffel. Les raisins viennent pour la plupart des coteaux de la Catalogne. Une grande partie des tonneaux présents dans la visite sont vides depuis 2011. Pour différencier une cuve vide d'une pleine, il faut se fier à sa couleur. Une cuve noire avec un cerclage tombant est une cuve vide. Les caves bières sont à la fois un musée et un lieu de production. Les visites guidées actuelles durent environ 1h15. Le guide fait découvrir l'usine et raconte l'histoire de la création des caves, avec des animations, du son et lumière, des hologrammes, par exemple avec la mascotte, et des senteurs d'épices et de plantes venues de tous les coins du monde. Lors de la visite, il est possible de découvrir des cuves en bois pouvant contenir 100 000 litres de vin, des cuves en béton d'une capacité de 680 000 litres, ainsi que la plus grande cuve en chêne du monde. Elle peut contenir 1 200 000 litres et elle fait 10 mètres de hauteur sur 10 mètres de diamètre en haut et 12 mètres de diamètre en bas. Elle est entourée par 1,8 km de câbles. Elle a été construite entre 1935 et 1950 et est vide depuis 2011. L'abbaye de Saint-Martin du Canigou est un monastère bénédictin. Elle a été fondée en 1009 par une famille de Catalogne par Guifred II sur la commune du Castell. Elle a été utilisée jusqu'en 1980 puis abandonnée durant 120 ans. Elle fut ensuite rachetée par les habitants de la commune du Castell et utilisée par les bergers et leurs moutons. Elle nécessita 60 ans de restauration
puisque l'abbaye fut pillée et il fallut retrouver les pièces maîtresses de l'architecture chez les habitants qui les avaient récupérées. L'abbaye de Saint-Martin du Canigou est considérée comme le berceau de l'art roman. Il est possible d'observer de nombreux arcs en plein cintre autour de la galerie et du cloître, ainsi que dans la chapelle. Les chapiteaux au-dessus des colonnes en marbre de la région datent de la fin du XIIe siècle. Ils sont décorés de personnages animaux et de végétaux. Sur l'un d'eux, il est possible de reconnaître les armoiries du père abbé grâce à la colombe et à sa robe d'échiquier. Sur le clocher, il y a également des arcatures typiques de l'art roman, ainsi que des trous de boulins permettant à l'époque d'y insérer les poutres afin de construire les échafaudages. Le cloître a plusieurs utilités, pratique, être toujours abrité, spirituel et symbolique. Au centre du cloître, il y a toujours un jardin ouvert vers le ciel, représentant le jardin d'Éden. L'abbaye est située sur les contreforts du Canigou à 1020 mètres d'altitude. Pour y accéder, il faut faire une ascension de 1,6 km sur 250 mètres de dénivelé. Elle est entourée de platanes et de chênes. Lors de notre voyage, nous avons rencontré le directeur du syndicat mixte Canigou Grand Site, Florian Chardon. Le syndicat existe depuis les années 2000. En France, plus de 3000 sites sont classés. Les classements peuvent aller d'un simple arbre à un territoire XXL tel que celui du Canigou. Il existe 5 critères de classification: pittoresque, historique, architectural, légendaire et scientifique. Comme exemple de sites classés, il y a le Pont du Gard, les falaises d'Étretat, la montagne Sainte-Victoire, les dunes du Pilat et la cité médiévale de Carcassonne. Le massif du Canigou est entouré par un triangle d'attractions Toulouse, Montpellier, Barcelone, ce qui représente plus de 10 millions d'habitants. C'est en 2012 que Canigou Grand Site obtient le label de Grand Site de France. Éo, c'est une commune se trouvant dans l'aire d'attraction de la ville de Prades, dans sa couronne. Elle se trouve à 349 mètres d'altitude et compte 377 habitants en 2020. C'est un village perché et pittoresque possédant un château, des fortifications et une église. Ce dernier est classé à la fois plus beau village de France et village le plus ensoleillé puisqu'il est exposé au soleil toute la journée. Celui-ci se lève au niveau de la mer à l'est, passe au-dessus du massif du Canigou et se couche dans les montagnes à l'ouest. Le village est très appréciable et tranquille. Le village fait face au massif du Canigou sur le balcon nord, derrière la vallée de la Tête,
Il se trouve dans un fossé d'effondrement sur du granit. Depuis le point de vue du massif du Canigou, il est facile de reconnaître les différents étages méditerranéens, avec l'étage mésoméditerranéen marqué par la vallée, ses chênes verts et ses pins, l'étage subméditerranéen avec le vignoble, les pins et les chênes, l'étage montagnard présent avec des hêtres et des pins, l'étage subalpin marqué par des pins et de grands arbres, et l'étage alpin reconnaissable puisqu'il n'y a plus aucun arbre. Les orgues d'Isle-sur-Tête se trouvent au cœur de la vallée de la Tête, à mi-chemin entre mer et montagne. Situés sur la commune d'Isle-sur-Tête, les orgues sont des cheminées de fées, se trouvant sur un site géologique, mais aussi touristique classé de la commune. Il y a 2 sites sur la commune, un qui se visite, la Sibylle, et un non visitable, Mat Rodone. Ces cheminées résultent de l'érosion des roches sédimentaires. Ces orgues sont visibles en raison de l'érosion d'il y a 150 millions d'années. Les couches supérieures datent de 65 millions d'années. Elles sont composées de roches dures en forme de galets sur le dessus, datant du Pliocène, du Tertiaire, et de roches tendres en dessous. Tout ceci est dû à la mer Méditerranée qui a déposé des sédiments, de l'argile en profondeur et du sable en surface. Au Quaternaire, les cours d'eau se fixent et creusent leurs sillons. Depuis le point de vue, il est possible d'apercevoir le massif du Canigou par temps clair. Les paysages présents sont composés de pins et de végétation emblématique, mais c'est principalement un paysage qui se referme. Ce type de paysage me fait beaucoup penser au Colorado provençal de Rustrel dans le Vaucluse, composé d'ocre allant du blanc au rouge. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Pour ma part, c'était un voyage
très enrichissant puisque ça m'a permis de découvrir une région que je ne connaissais pas, qui mérite que j'y retourne pour faire de plus amples découvertes et peut-être même franchir la frontière pour aller me rendre en Espagne. J'ai pu apprendre de nombreux éléments sur les paysages et leur création et ainsi parfaire mes connaissances en lecture de paysages. J'ai trouvé le voyage un peu court et rapide sur certaines visites comme celui du village d'Eus dont j'aurais bien voulu visiter plus en détail si le temps nous le permettait. Et donc le voyage était tout de même très enrichissant avec une très bonne ambiance au sein de notre classe qui se compose de 6 élèves. Donc vraiment très petite classe. J'ai découvert le patrimoine bâti grâce à des visites de villages pittoresques de la région, patrimoine naturel avec les différents paysages que nous avons rencontrés qui étaient à couper le souffle ainsi que de nombreuses visites naturelles et également du patrimoine culinaire avec la visite d'une cave à vin, donc les caves Bir, mais également avec un beau repas que nous avons partagé au bistrot de Lioro, donc un petit village perché très mignon. Et donc le département du Pyrénées-Orientales possède une richesse patrimoniale à exploiter et à garder intacte pour les générations futures. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!